Bonjour tout le monde. Alors nous voici donc en direct des îles Féroé. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on m'entend bien avant de commencer? Hello, hello. Vous pouvez me dire si tout le monde m'entend bien? Je suis pas certaine. Du coup, tout le monde dit bonjour, bonjour. Oui, yes, on m'entend bien. Ok, super. Super. Alors, il est quelle heure? Il est 32. Peut-être attendre une minute ou deux que tout le monde arrive. Alors, on a essayé de reprendre les questions principales qui ont été posées pendant le grind et ce que vous avez pu poser comme questions sous le post. Mais si je réponds pas à tout et qu'il reste des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, je vais peut-être commencer par vous faire un petit état des lieux. Je sais que beaucoup de gens en fait ignorent un peu l'historique de Sea Shepherd France sur cet enjeu du Green Dadrap aux îles Féroé. En fait, moi à titre personnel, je suis engagée sur ce problème-là depuis 2010. C'est la première fois que je suis venue ici. C'est en 2010 qu'on a découvert notamment le charnier sous-marin dans lequel ils balancent les cadavres de dauphins. Au niveau de Sea Shepherd, les premières missions aux îles Féroé datent de 1986. Donc quand le capitaine Paul Watson avait amené un bateau une première fois. Ensuite, la grosse campagne qui a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de l'activisme ici aux îles Féroé, ça date de 2014. En 2014, Sea Shepherd France a fait fabriquer 4 bateaux en coque alu. Et on a ramené ici ces 4 bateaux plus un semi-rigide, donc le semi-rigide Clémentine qui nous a servi aussi pendant des années sur la campagne Dolphin Bycatch, avec des camping-cars, avec une équipe en tout d'une 60aine de personnes. On avait fait ça, pourquoi? Parce que l'été précédent, donc l'été 2013, il y avait eu plus de 1300 dauphins globicéphales qui avaient été tués. Donc ça avait été un véritable carnage. Et donc on avait décidé d'intervenir sur place. Ça a été très efficace, puisque en fait pendant 4 mois et demi, tous les jours, on sortait les bateaux, on patrouillait dans l'archipel, on trouvait les dauphins avant que les Féringiens les trouvent, et on les repoussait vers le large. Donc à cette époque-là, les Féringiens avaient compris assez vite ce qu'on faisait, avait repéré l'endroit dans lesquels on avait placé les bateaux. Faut savoir qu'il y a 3 îles dans cet archipel, enfin 3 îles principales. On avait réussi à se déployer sur l'ensemble de ces îles, donc pour couvrir toute la zone et être en mesure d'intervenir à peu près n'importe où dans un temps suffisamment court pour empêcher un grind. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on a été très très efficace. Ça a été une campagne très très difficile. Nous, notre objectif, il était vraiment de trouver les dauphins le plus vite possible, donc le plus loin possible, avant qu'ils aient le temps de les rabattre, parce que c'est là qu'on a le plus de chances de les sauver. Et le scénario catastrophe qu'on craignait, c'était que des dauphins se retrouvent dans les fjords, parce que là, du coup, on n'a pas le temps d'intervenir. Et ce qui s'est passé, à peu près dès le début de cette campagne, c'est que c'est exactement ça qui s'est passé, en fait. Du coup, on a un groupe de 80 globies qui ont fait irruption dans un fjord parce qu'il y avait une tempête. Et ils étaient avec de nombreux petits, et ils étaient venus se mettre à l'abri. Et forcément, les Féringiens les ont repérés. Et la chance incroyable qu'on a eue, c'est qu'ils se sont mis dans un fjord où la baie de chasse n'était pas propice, en fait. Et donc, ils avaient prévu de venir les chercher le lendemain, les amener dans une autre baie à proximité dans laquelle ils pourraient les tuer. Ils n'ont pas voulu aller les chercher le jour même, justement parce qu'il y avait une tempête. Et donc, nous, on s'est dit, bon, en fait, dans 24 heures, ils vont venir les chercher, ils vont les tuer. Donc, nous, on a sorti les bateaux, malgré la tempête. On est venu chercher ces globies et on les a sortis. Et on a réussi à les sortir avec un seul des 4 bateaux, le Thor, qui est un coque qu'on a toujours aujourd'hui. Et on a sorti 80 dauphins de la baie.
Et ça a été un moment très intense, évidemment, en émotion, mais très fort aussi ici aux îles Féroé, puisqu'ils l'ont très très mal pris. Sur les réseaux sociaux, ils étaient extrêmement vexés, et j'avais fait une interview à la radio nationale pour expliquer qu'en fait, ce qu'on avait fait, c'était pas contre les Féringiens, qu'on considérait pas qu'on avait une victoire contre les Féringiens, mais que ce qu'on a fait, on l'a fait pour les Globies, et que finalement, la morale de cette histoire, c'est qu'on a été plus déterminés à les sauver qu'ils n'ont été déterminés à les tuer. Et voilà. Et donc, on était extrêmement contents. Mais sur l'ensemble de l'été, ça a été très très difficile pour nous, mais extrêmement efficace parce que, au final, quand on fait le décompte, sur cet été où on était présent, là, pendant 4 mois et demi, il y a eu un loupé, entre guillemets, où malheureusement ils ont réussi à faire un grind parce que nos équipes sont arrivées trop tard. 33 dauphins, mais 33 dauphins comparés à 1300, plus de 1300 l'année d'avant, sur la même période. Donc ça a été incroyable. Et on a été en fait tellement efficace qu'ils ont fait passer une loi qui interdit à nos bateaux de venir sur place. Donc cette année-là d'ailleurs, ils ont confisqué nos bateaux. Quand on s'est rendu sur ce grind qu'on a loupé, ils nous les ont rendus, mais l'année d'après, en fait, tous les bateaux de Sea Shepherd ont été interdits, et le problème, c'est que la marine danoise s'assure que nos bateaux ne puissent pas intervenir et saisit nos bateaux. C'est d'ailleurs la marine danoise qui a arrêté nos équipes en 2014. Donc il y a des photos qu'on ressortira où on voit nos militants qui sont à genoux par terre et menottés par la police danoise. Hein. Donc c'est quand même incroyable, hein, parce que, je le rappelle, le Danemark fait partie de l'Union européenne et signataire des conventions de protection des mammifères marins. Dans les eaux danoises, il est strictement interdit de tuer ou de harceler des mammifères marins. Et pourtant, le Danemark mobilise ses frégates militaires, mobilise des moyens militaires contre nous pour nous empêcher de sauver les dauphins et donc pour permettre à ces massacres qui sont complètement interdits d'avoir lieu. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Donc bon, on s'est plaint auprès de la Commission européenne qui s'en fiche éperdument, évidemment. On pense éventuellement faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme parce que c'est pas légal en fait, et c'est une entrave à la liberté d'association. Aujourd'hui, pour vous refaire l'historique assez rapidement quand même, ce qui s'est passé après l'interdiction des bateaux, c'est que nous, on s'est retrouvés extrêmement frustrés parce qu'en fait, d'être ici sur place sans pouvoir intervenir, sans pouvoir sauver les dauphins, c'est très, très difficile. Il y a eu un concours de circonstances, entre guillemets, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'on avait aussi une très grosse problématique en France avec les captures de dauphins, notamment dans le golfe de Gascogne. Pour ceux qui nous suivent un peu, vous savez qu'on est mobilisé depuis 2018 sur l'opération Dolphin Bycatch, qui a été du coup la mission sur laquelle on s'est investi le plus, parce qu'on partait de très très loin, parce qu'on est sur une problématique où on a 10 000 dauphins qui sont tués en France chaque année par les engins de pêche, et que l'opinion publique n'était absolument pas au courant. On avait un déni du secteur de la pêche, qu'il a fallu qu'on aille en mer sur les zones de pêche pour documenter les captures, pour prouver que même des fileyeurs ou des petits bateaux de 12 mètres étaient impliqués dans ces captures, pour alerter l'opinion publique, pour faire des opérations de communication, notamment en exposant les cadavres de dauphins dans les centres-villes, ce qui a permis de faire monter la pression médiatique et vraiment d'alerter le grand public sur ce problème-là, avec une victoire l'année dernière au Conseil d'État qui a enfin statué sur la fermeture spatio-temporelle des zones de pêche, donc faire appliquer les recommandations scientifiques sur lesquelles on luttait depuis des années, et c'est vraiment la pression de l'opinion publique et la pression médiatique qui a fait bouger les lignes là-dessus, et donc ça a été vraiment ce sur quoi on s'est mobilisé pendant toutes ces années. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de documenter les captures de dauphins dans le golfe de Gascogne, c'est un fait avéré, on sait qui sont les bateaux qui sont impliqués dans ces captures. Il s'agit maintenant de trouver des solutions avec les scientifiques, avec les pêcheurs, ensemble pour diminuer drastiquement ces captures. Et donc, la stratégie, elle évolue. Donc, cette opération Dolphin Bycatch, elle continue, mais différemment. Ça coïncide avec notre retour aux îles Féroé.
où là on est en 2024, donc c'est 10 ans exactement, depuis l'opération Greenstock 2014, donc qui a vraiment changé la donne ici. Et voilà, on a été mis dans le bain tout de suite, hein, puisque quand on est arrivé jeudi dernier, donc la première partie de l'équipe est arrivée, on est tous arrivés ensemble jeudi dernier. Premier grind ADRAP dès le lendemain matin, suivi d'un deuxième grind ADRAP le surlendemain. Donc on est au 5e grind de l'année. À peu près, on est à combien là? 590 dauphins à peu près. Alors, du coup, je vais commencer à répondre un petit peu aux questions. Est-ce qu'il y a des habitants des Féroé qui s'émeuvent de ce qui se passe? Alors, en fait, moi, quand je suis arrivée ici la toute première fois, je m'attendais à voir vraiment une population de psychopathes qui adorent tuer des dauphins, qui est sanguinaire. J'ai été un peu désarçonnée par le fait qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont extrêmement gentils, en réalité, très accueillants. Alors, il y a des fous furieux, hein. On les voit d'ailleurs, hein, sur les grinds, hein. Des gens qui sont complètement obsédés par le fait de tuer des dauphins, qui sont dans une sorte d'adrénaline, une impulsion, pour le coup, qui est presque psychopathe, hein, pathologique. Mais pour la plupart, en fait, je me suis rendu compte que pour la plupart, c'est pas tant ça, c'est vraiment la force de l'habitude. Et quand on voit ce qui se passe sur les zones de grind, vous voyez les enfants tout petits, dès le plus jeune âge, en fait, qui sont habitués, en fait, ils sont biberonnés au grind ADRAP. On a tous les âges. Là, sur le premier grind auquel on a assisté, vous avez vu, il y avait même une sortie scolaire, des enfants de maternelle qu'on amène voir le grind ADRAP. Donc vous avez des enfants qui jouent dans les fœtus, qui sont vraiment désensibilisés depuis tout petit. Et donc c'est un conditionnement. Voilà, vraiment c'est un conditionnement. Et le challenge dans tout ça, c'est de réussir à échanger avec eux, à leur faire comprendre aussi quelle est notre vision de la chose. Nous, vraiment, en 2014, on avait un peu cette double casquette qui était intéressante parce que à la fois, on avait les bateaux qui étaient sur l'eau tous les jours, qui sortaient les dauphins, qui sauvaient les dauphins, et en même temps, on avait une démarche extrêmement ouverte, en fait, avec les Féringiens, où on échangeait beaucoup avec eux, on s'est fait des amis ici. On a été dans les festivals de musique, on a passé des soirées avec des Féringiens à discuter de choses et d'autres comme des personnes en fait normales entre guillemets. Et ensuite ça désamorçait aussi les choses et ça permettait finalement quand on abordait la question du grind ADRAP d'avoir quelque chose de dépassionné. Et pour moi ce qui était important c'est qu'ils comprennent que c'est vraiment le grind ADRAP qu'on déteste, c'est pas les Féringiens eux-mêmes. C'est cette pratique en fait. Et là où c'est difficile, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ça fait partie de leur ADN. Et ils se sont complètement identifiés à cette pratique. On leur explique depuis tout petit que si leurs ancêtres ont survécu, c'est grâce au grind ADRAP, que les globicéphales, c'est la nourriture. Voilà. D'ailleurs, ils ont beaucoup de respect pour nous quand on leur dit qu'on ne mange pas d'animaux. Parce que ils ne comprennent pas qu'on puisse trouver ça choquant et manger des animaux, manger du bœuf ou des poulets d'élevage. Voilà. Pour eux, c'est complètement antinomique. Donc c'est vrai qu'on nous on évacue assez vite ce sujet-là puisqu'on ne mange pas d'animaux. Alors, j'essaie de voir un petit peu. Alors, ils font l'analogie avec la corrida. Donc ils disent que c'est leur corrida à eux et voilà, donc de toute façon il y a beaucoup de points communs dans le sens où effectivement c'est la mise à mort, la souffrance d'animaux sans nécessité, hein, et il y a une forme de spectacle quand même, on peut le voir, hein, quand on est sur les grind ADRAP, cette effervescence, il y a quelque chose de très comment dire, une mise en scène quoi. Donc
Donc voilà, sauf que là, on est sur, sur des animaux sauvages, des groupes, des familles entières qui sont massacrées jusqu'au dernier. En général, il n'y a pas de rescapés. Ça peut arriver qu'il y en ait sur un grind auquel on a assisté en 2019, notamment avec Hugo Clément qui nous accompagnait cette année-là. Il y avait 3 dauphins, 3 globies qui ont été épargnés. Et en fait, ils ne quittaient pas la baie. Ils sont restés dans la baie à faire des ronds dans l'eau jusqu'au lendemain. Ils sont restés jusqu'au lendemain. Et je ne sais pas si ces animaux ont survécu après le traumatisme qu'ils ont vécu. Donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que c'est de la nourriture? Alors, il faut savoir que, à la base, effectivement, c'était de la nourriture. Ici, on est sur un archipel qui est très isolé du reste du monde. Donc, c'est vrai que pendant très longtemps, ils ont dépendu des poissons et des globies pour survivre ici. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On vous montrera des images des supermarchés ici. Enfin, vous ne faites pas la différence avec un supermarché à Paris. Hein. C'est vraiment... Ils importent absolument tout. Ce qui est complètement aberrant, c'est qu'ils importent même des moutons de Nouvelle-Zélande, alors qu'ils ont des moutons ici. Hein. Donc ils importent énormément de viande d'élevage industriel, hein. Donc c'est pour ça aussi que l'argument qui consiste à dire oui mais nous notre nourriture c'est nous qui la chassons, etc. Non, parce que clairement c'est pas les globicéphales qui leur permettent de se nourrir aujourd'hui. Il faut savoir que la viande de globicéphale elle est déclarée impropre à la consommation par le corps médical pharyngien. Pourquoi? Parce que elle est hyper chargée en mercure, en métaux lourds. Les globies sont au sommet de la chaîne alimentaire et donc ils concentrent tous les polluants. Il y a eu énormément de problèmes sanitaires ici, et notamment de retard mental avec des jeunes atteints de la maladie de Parkinson ou des retards mentaux chez les enfants parce qu'il y avait beaucoup de femmes enceintes qui mangeaient de la viande de globie, des très jeunes enfants. Donc aujourd'hui, les femmes enceintes et les enfants n'en mangent plus. Et ils ont réduit drastiquement la consommation. Par contre, ils continuent à en tuer de manière complètement sans limite, en fait. Sans limite. Voilà, il n'y a pas de quota, il n'y a rien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On avait quoi comme question? Je vais essayer de reprendre les questions peut-être dans l'ordre de ce qu'on a reçu. J'essaie de me souvenir des questions qu'on me posait quand on était... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Voilà. Alors, voilà. Donc, quand on a fait ces deux lives, on a beaucoup eu effectivement forcément, les gens sont choqués, il y a énormément de colère, de frustration. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrête ça? Donc, il faut savoir que depuis les années 90, il y a eu des centaines et des centaines de pétitions, des centaines de milliers, voire des millions de signatures qui ont demandé l'arrêt de ces massacres. La difficulté, elle est dans le fait que les îles Féroé ont un statut particulier, c'est-à-dire qu'ils sont rattachés au Danemark, mais en même temps, ils sont sous ce qu'on appelle un protectorat autonome, et donc ils bénéficient d'une sorte d'exception. Donc ils ne sont pas tenus de respecter les lois de l'Union européenne. Voilà, et c'est ça qui pose problème. Le Danemark fait plus qu'être neutre sur la question, parce que le Danemark dit c'est pas nous, c'est les Pharyngiens. Nous, on fait pas de massacre de dauphins au Danemark. Sauf que là où ça va plus, c'est quand ils mobilisent leur frégate militaire pour nous empêcher d'intervenir. Mais en tout cas, rien n'oblige légalement les îles Féroé à respecter les lois de l'Union européenne en matière de protection de la biodiversité et notamment des mammifères marins. Donc ça a été du coup un facteur bloquant. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? C'est que d'une part, on ne peut pas ramener nos bateaux. Donc on va voir ce que ça donne là, si on attaque du coup au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'on puisse ramener nos bateaux. D'autre part, il y a quand même un point qui est important, c'est que les îles Féroé dépendent énormément de leurs exportations, et notamment de leurs exportations de poissons. Et il faut savoir que l'Union européenne, c'est un énorme marché. Pour les îles Féroé, c'est à peu près 39% de leurs exportations. Donc, il y a un levier qui pourrait marcher, c'est celui-ci, c'est de faire en sorte que l'Union européenne fasse un embargo sur les produits pharyngiens tant qu'ils ne respectent pas les lois de protection des mammifères marins, tant qu'ils continuent à perpétrer le green d'Adrap. Mais alors,
pour ça, j'ai pas compris comment ils font pour les amener vers la plage, comment ils arrivent à les tuer. Je vais expliquer un peu comment ça se passe. Pour ça, il faut qu'il y ait une très forte mobilisation, hein, très clairement. Les campagnes de boycott, ça ne marche que s'il y a une très forte mobilisation. Il y a eu des tentatives de campagne de boycott des îles Féroé par le passé, ça n'a jamais fonctionné parce que il n'y a jamais eu suffisamment de personnes, à la fois dans le grand public et même de personnes connues, pour relayer, pour appuyer là-dessus. Donc, à voir si on arrive à mobiliser suffisamment pour qu'il y ait enfin une vraie campagne qui fasse suffisamment pression pour imposer un embargo sur le poisson phéryngien, parce que ça, pour le coup, ça peut faire bouger les lignes. En 2021, il y a un groupe de 1400 dauphins à flanc blanc qui ont été massacrés dans des conditions absolument innommables ici. Et il y a eu une attention médiatique un peu sans précédent sur le sujet. Et ça a fait trembler Baccafrost, qui est l'entreprise de pêche, de saumon d'élevage principale ici, qui est un pilier économique ici, et qui a du coup imposé un quota uniquement sur les dauphins à flanc blanc, un quota de 500. Donc bon, ça reste n'importe quoi, hein. Mais on sent que là, ça a vacillé un peu. Et donc, je pense vraiment que c'est vers ça qu'il faut aller. Ensuite, le boycott du tourisme, effectivement. Le boycott du tourisme, c'est un autre axe. Il faut savoir qu'il y a des entreprises françaises. Hein. Carrefour Voyage, par exemple, propose des voyages vers les îles Féroé. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Donc, nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur l'identification de toutes les marques et les groupes en France et en Europe qui commercialisent des produits pharyngiens, donc que ce soit de la pêche, du saumon d'élevage ou des voyages, et on vous sollicitera pour ça, pour lancer vraiment une grande campagne visant à un embargo des produits pharyngiens tant qu'il continue le Green Dadrap. Ensuite, alors, pour vous expliquer comment ça se passe, comment est-ce qu'ils arrivent à rabattre les dauphins, en fait, il faut savoir qu'ici, ils vont pas chercher les dauphins, c'est juste, ils les trouvent par hasard, donc les pêcheurs, le ferry, n'importe qui en fait qui voit des dauphins, qui voit des globies, a normalement l'obligation légale d'avertir la police. Il y en a beaucoup qui jouent le jeu, hein, évidemment, et une fois que les dauphins sont signalés, y a des bateaux qui partent en mer vers le groupe en question. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un mur de son qui va en fait gêner les dauphins. Donc, ils vont ajuster les bateaux de façon à ce que les dauphins se dirigent là où ils ont envie de les amener, c'est-à-dire vers une baie de chasse. Et en fait, nous, on s'est rendu compte à quel point c'est facile de faire ça, notamment avec les globies, qu'on appelle pilot whales en anglais, donc baleines pilotes, parce qu'elles sont très faciles en fait à piloter. Et nous, avec le Thor, donc c'est un petit bateau de 5 mètres, on en a sorti comme ça 80. Donc imaginez, quand il y a une vingtaine de bateaux, ils font un mur de son qui est infranchissable. Il faut savoir que les dauphins, ils voient avec leur sonar. Hein. Donc en fait, quand il y a ce mur de son qui est fait par les bateaux, ils ne le franchissent pas. Donc ils font une sorte de barrière entre les dauphins et la mer, et ils se rabattent comme ça vers la baie. Donc les dauphins se mettent du coup en position de fuite pour éviter cette barrière de son qui les gêne. Et parfois ça peut durer 2 heures, 3 heures. Donc ils arrivent complètement épuisés. Et ce que j'expliquais pendant le live, c'est que tant qu'ils fuient et qu'ils ont de la distance pour fuir, ça va encore. Quand ils arrivent près du bord, du coup, leur sonar leur indique que c'est fini, la mer, c'est fini, que là, maintenant, c'est la berge. Et derrière eux, il y a tous les bateaux qui font ce mur de son. Et là, ça devient la panique totale dans le groupe parce qu'ils comprennent qu'ils sont piégés. Et ça, c'est absolument terrifiant. Et du coup, ils les rabattent jusqu'à ce qu'il y ait très peu de profondeur. Et là, les gens qui sont sur la plage, parce que tout le monde s'est fait passer l'info, donc les gens arrivent sur la plage avec les crochets, les cordes, et ils sont tous sur la plage, ils attendent, foncent dans l'eau, et ils vont vers les dauphins, ils leur enfoncent le crochet dans les vents, et ils tirent avec les cordes pour les ramener le plus proche possible de la berge. Et là, ils ont des lances
qu'ils utilisent pour sectionner la moelle épinière. Il faut savoir qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est que ils poignardaient les dauphins jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont quand même vachement amélioré les techniques de mise à mort suite à la pression justement des ONG. Bon, ils prennent pas du tout en compte tout le moment de panique. Ça, ce qui est vraiment très très difficile à vivre pour ceux qui connaissent les globies et qui assistent à ça, c'est qu'on sait que ce sont des animaux qui sont extrêmement solidaires, extrêmement proches les uns des autres. Et quand il commence à y avoir du sang dans l'eau, en fait, c'est fini, ils partent plus, ils restent ensemble. Sur le dernier grind, là, je vous ai montré, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais un bébé qui est approché par des pharyngiens qui veulent le tuer, et un adulte qui arrive, qui fonce dessus pour s'interposer, et qui est tué à sa place. Et malheureusement, le bébé, il a été tué quelques minutes plus tard. Donc, on a mis tout ça dans une vidéo, parce qu'on a pris les moments les plus forts du grind, avec aussi toutes les pressions qu'on a subies pour ne pas filmer. Parce que le grind format nous a sorti. En tout cas, il a essayé de nous sortir. Il n'a pas réussi. Mais il a essayé de nous sortir. Il ne voulait pas qu'on filme. Et quand on a été sur la zone où ils dépècent les dauphins, ils ont appelé la police pour nous dégager parce qu'il y avait une femelle gestante et ils voulaient pas qu'on filme les images du fœtus arraché du ventre de sa mère et donc ça c'est pareil, on le challenge parce que en fait la loi est la même pour tous et donc nous on n'a pas l'intention, ça c'est une question importante qu'on a eu beaucoup, c'est pourquoi vous intervenez pas. Faut savoir que la seule et unique façon d'intervenir efficacement pour stopper le massacre, c'est le plus tôt possible. En amont, quand les dauphins sont le plus loin possible, les éloigner des baies. Quand on est bloqué à terre, merci le Danemark, on peut rien faire en mer. Donc nous on arrive, c'est déjà trop tard en fait. C'est déjà trop tard. Tous les dauphins sont là. On a les bateaux qui font ce mur qui les bloquent. Je peux vous dire qu'il y a une chose qu'on veut quand on vit ça, c'est que ça se termine le plus vite possible. Le plus vite possible. Et donc pour moi, il n'est pas envisageable d'envoyer notre équipe perturber quelque chose qu'on ne pourra pas arrêter et qui va finalement ne faire que prolonger leur agonie. C'est... Alors, je sais pas si ça marche mieux là ou pas. Ouais, je suis désolée, il y a des problèmes de connexion. Je suis sur la Wi-Fi de la maison, mais il y a eu beaucoup de questions là. Attends, j'essaie de répondre à un maximum de questions. Est-ce que certains arrivent à s'échapper? Ça, j'ai déjà répondu. Est-ce que certains arrivent à s'échapper? Au niveau... ouais, je sais, ça bug. Mais là, ça bug plus normalement. Ok. Du coup, j'ai du mal à suivre le fil des questions. Moi, j'expliquais déjà pourquoi on n'intervient pas, parce que ça, c'est important. Le seul moyen, en fait, ce serait que, déjà que le Danemark arrête de mobiliser ses frégates militaires contre nous, parce que là, du coup, nous, on revient avec les bateaux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que l'idée, c'est pas juste d'intervenir pour faire des images. L'idée, c'est soit d'empêcher le Grind Dadrap, soit de trouver les moyens pour faire en sorte que ça s'arrête et surtout pas prolonger l'agonie des dauphins. Je peux vous dire que vraiment quand ça dure longtemps, et ça a été le cas du dernier grind parce que la baie de chasse n'était pas du tout propice, parce qu'il n'y avait pas assez de chasseurs sur la baie, et ça a duré plus longtemps que ça n'aurait dû, et c'est terrible. Je ne comprends pas pourquoi les globines ne se battent même pas. Alors ça c'est vraiment une question qu'on se pose aussi, parce que justement, si vous avez le courage, regardez la petite vidéo qu'on a faite qui résume un peu le dernier grind. C'est intéressant parce que ça montre aussi là où ça bug. Et il y a des moments où on a des gamins qui sont dans l'eau à côté de globies qui font 1,5 tonne et qui pourraient en un coup de nageoire leur tordre le cou, et ils le font pas.
comment dire, là, ils sont tellement, tellement pacifiques, quoi. C'est perturbant. C'est vrai que pour eux, ça serait extrêmement facile de les tuer. Est-ce que le nombre de dauphins massacrés chaque année est stable? Est-ce qu'on note une baisse? En fait, en moyenne, c'est entre 1000 et 1500, ça peut varier. Ça dépend surtout du nombre de dauphins qui sont vus. Par contre, il y a un truc qui a vraiment changé, c'est quand on regarde les statistiques du Grindadráp, dans les années 50, les groupes étaient beaucoup plus gros. Il y avait des groupes jusqu'à 1500 globies. Là, il y a eu une exception avec le Grind de 2021, mais sinon, globalement, les groupes de globies qui sont tués sont beaucoup plus petits qu'avant. Il y a un argument que nous donnent les Féringiens aussi, c'est de dire que en fait, la première menace qui pèse aujourd'hui sur les globies, c'est pas le Grindadráp, c'est le changement climatique, la pollution. Bon. Aujourd'hui, en fait, la première menace qui pèse sur les mammifères marins, d'une manière générale, c'est les filets de pêche, parce que c'est les captures dans les engins de pêche. Mais il y a aussi la raréfaction de la ressource pour eux. Et alors, pour le coup, les îles Féroé font partie des pays qui pêchent le plus de poissons, et notamment de poissons pélagiques, qui font partie de la nourriture des globies. Et puis surtout, nous, on a envie de dire, on ne peut pas arrêter le changement climatique en appuyant sur un bouton. Par contre, on peut décider aujourd'hui d'arrêter d'aller tuer ces animaux. Donc, c'est pas du tout une excuse. Et si on ne commence pas par arrêter ce qu'il y a de plus facile, ça va être compliqué de mettre en place des mesures pour lutter contre la disparition de ces animaux. Donc, tout ce qui est surpêche, changement climatique, pollution, etc. Il y a quoi d'autre comme question? Pourquoi Danemark in France? L'ambassade du Danemark sur la page Insta affirme qu'ils sont absolument pas. Alors oui, l'ambassade du Danemark. Alors le Danemark se décharge complètement de tout ça. L'ambassade du Danemark dit qu'en fait ils sont pas responsables de ce qui se passe ici, que voilà, que c'est pas au Danemark. Là encore, on pourrait éventuellement accepter l'argument si le Danemark ne mobilisait pas ses frégates militaires pour nous empêcher d'intervenir. Donc là, il y a un truc qui colle pas du tout. Y a-t-il des assauts féringiennes qui se battent contre ces grinds? Alors, il y a aujourd'hui un féringien qui s'appelle Pali, qui est ouvertement contre le grind, qui ne s'en cache pas, mais c'est une exception. Sinon, c'est assez difficile en fait de dire ouvertement qu'on est contre le grind ici, parce que c'est considéré comme presque anti-patriotique. Et donc, on est quand même sur un archipel assez isolé. Tout le monde se connaît. Hein. Il y a 55 000 personnes qui vivent ici. Donc, c'est très difficile. Il faut avoir du courage quand même hein, pour s'opposer ouvertement au grind. Que font-ils s'ils ne les mangent pas? Alors, ils en mangent. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils en mangent. Mais ils en mangent une petite partie justement parce que la viande est impropre à la consommation. Et ils en tuent par contre beaucoup plus que ce qu'ils ne mangent. Donc il y a énormément de gaspillage, entre guillemets. Et voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils donnent l'argument de la tradition. Aujourd'hui, ça n'a plus rien de traditionnel. À l'époque, c'était avec des barques, donc ils ramaient, ils se communiquaient avec des signaux de fumée. Enfin, aujourd'hui, ils les repèrent avec des drones, ils ont les téléphones portables, ils ont des bateaux à moteur, des jet skis. Il y a même eu des hélicoptères qui ont été mobilisés pour faciliter des grinds. Donc non, c'est hyper moderne. La seule chose qu'ils ont gardée finalement de la tradition, c'est le fait de faire un bain de sang, quoi. Donc voilà. Comment on peut nous aider? Alors comment nous aider? Alors il faut savoir que pour nous cette campagne elle coûte extrêmement cher. Le niveau de vie ici il est extrêmement cher. Donc pour nous aider vous pouvez nous faire un don pour permettre de maintenir nos équipes sur place. Et puis surtout répondez présent quand on lancera cette grosse campagne pour l'embargo sur les produits féringiens. Là on est en train de la préparer dans tous ses détails. L'idée c'est d'avoir un maximum de personnes du grand public, mais aussi de personnalités et de relayer tout ça, mais aussi d'avoir au niveau politique des députés qui poussent le message au niveau de l'Union européenne pour exiger cet embargo. Je vois, c'est de juin à septembre. Alors non, il n'y a pas de saison en fait.
En fait, les grindadrap peuvent arriver. Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais il n'y a pas de saison. Ça peut arriver toute l'année. Il y a eu des grindadrap toute l'année. Il y en a eu en novembre, en décembre, en janvier. C'est juste que pour des questions de météo, eh ben, ça arrive plus souvent l'été parce qu'il fait meilleur, parce qu'il y a plus de bateaux sur l'eau, parce qu'ils ont aussi pour le coup là il y a une saison sur la chasse aux fulmars, donc ils chassent les bébés fulmars qui sortent du nid, et du coup et ça c'est pendant l'été, et là il y a plus de bateaux qui sont sur l'eau, et donc il y a plus d'opportunités pour eux de voir les globies. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais il n'y a pas de saison de chasse aux globies. J'ai une question pour Clément. Pourquoi Hugo Clément n'est pas sur ce sujet Pourquoi Hugo Clément n'est pas sur ce sujet? Pour le coup, Hugo Clément, il est sur le sujet puisqu'il est venu avec nous en 2019. Il était présent sur le Grindadrap, qui était moi le premier Grindadrap que j'ai vu que jusqu'à présent, avant ça, chaque fois que j'étais venue, il y avait des bateaux. Et donc il a fait un reportage sur le sujet, et je sais que Hugo sera présent pour pousser et se mobiliser sur cette campagne d'embargo qu'on va faire. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Est-ce qu'il gagne de l'argent à faire ça? Alors non, il ne gagne pas d'argent. Alors il y a un peu de viande qui est vendue dans les restaurants, mais c'est vraiment à la marge. En fait, la plupart de la viande, elle est soit distribuée gratuitement, soit elle est bazardée. On n'assume pas les femelles en gestation. La question est déjà partie. Les balises sonars. Alors, on a pensé à tout, hein. Je peux vous assurer qu'on a retourné le problème dans tous les sens. Les balises sonars, c'est très très compliqué. Il faut voir comment c'est fichu ici, hein. Il y a 23 baies de chasse, c'est très très éclaté, avec des entrées de fjord qui sont énormes, avec de la courantologie, et on ne sait absolument pas quand et où va avoir lieu le prochain green. Donc en fait, mettre des balises pour sortir des globies, c'est infaisable. On a tenté en 2011, je crois, et en fait... non, ça marche pas. C'est ça qui est très très difficile aussi, hein, par rapport au massacre de dauphins à Taiji, par exemple, au Japon, où il y a une baie. Malheureusement, il n'y a plus rien qui est possible là-bas, si ce n'est documenté aussi. Mais ici, il y a 23 potentialités, et ça peut être n'importe quand. Donc voilà. Je ne savais pas que vous étiez sur le coup depuis si longtemps. Oui, non, c'est vraiment un enjeu sur lequel on s'est beaucoup mobilisé, et j'expliquais tout à l'heure pourquoi on a levé le pied sur cette campagne ces dernières années, pour s'occuper des massacres qui avaient lieu près de chez nous, hein, même si c'est pas des chasses ciblées chez nous, mais en termes de nombre, c'est tellement colossal que on s'est dit qu'il fallait qu'on s'occupe vraiment du problème des captures de dauphins en France. Et aujourd'hui, voilà, on revient en espérant pouvoir contourner cette difficulté de l'interdiction de bateaux. Pourquoi l'UE ne fait pas respecter les lois? Mais en fait, c'est toujours une question économique et politique. Faut savoir qu'ici, aux îles Féroé, il y a un fort mouvement indépendantiste de gens qui veulent se séparer du Danemark. Et le Danemark a besoin de garder la main sur les îles Féroé parce qu'il y a des ressources importantes ici en matière de pêche, de gaz... de pétrole, et en fait la question du Grindadrap, elle est centrale dans ce mouvement indépendantiste. Le Danemark est bien content de dire aux Féringiens, regardez, grâce à nous, vous pouvez continuer votre tradition. Et si le Danemark lâche les îles Féroé sur la question du Grindadrap, ça fera gagner le camp indépendantiste. Et donc voilà, les globies sont sacrifiés. C'est aussi simple que ça, pour des questions économiques. Est-ce qu'il y a moins de dauphins retrouvés morts en France avec l'arrêt de la pêche? Alors oui, les chiffres de l'Observatoire Pélagis sont sortis sur la tendance principale. Je crois que les chiffres terminaux vont pas tarder. En tout cas, c'est sans commune mesure, hein, le nombre de dauphins retrouvés échoués avec des traces de capture avant et sans la période de fermeture spatio-temporelle.
Ils ont fait une estimation pour comparer à météo égale, conditions météo égales, parce que ça joue beaucoup. Sur l'année d'avant, on était à 500 cadavres avec des traces de capture, et là, cette année, 2. Donc oui, c'est radicalement efficace, très clairement. Et si on se déplace tous là-bas pour montrer notre large opposition. Et ben, en tout cas, moi je pense que ce qui va être important, c'est de continuer à assurer une présence ici. Ça c'est sûr. Mais je pense que le gros de la pression, il doit se faire chez nous en Europe. Parce que quoi qu'ils en disent, les îles Féroé dépendent économiquement de leurs exportations. Et il y a un arbitrage assez délicat à faire entre la pression économique sur l'embargo, les exportations, et en même temps, moi je ne désespère pas qu'on arrive quand même à leur faire changer de regard sur les globies. Parce qu'il y a vraiment un truc qui est sidérant, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout les globies. Mais vraiment pas. En fait, pour eux, c'est... ils n'ont pas conscience en fait de leur degré de sensibilité, d'intelligence, sur leurs habitudes de vie, leur éthologie, comment ils sont les uns avec les autres. En fait, ils s'y sont jamais vraiment intéressés. Et pour moi, le challenge, il est aussi d'éveiller leur empathie envers les globies. Parce que je pense qu'on n'y arrivera effectivement que si on arrive à cet équilibre entre une pression d'ordre économique et en même temps éveiller l'empathie. Parce qu'il faut aussi ici qu'ils aient envie d'arrêter. Voilà. Et donc, moi, ça a toujours été mon modus operandi, même en 2014, où, pareil, on jouait sur les 2 tableaux, c'est-à-dire la manière forte, entre guillemets, l'action directe, où on sortait les globies et on les empêchait de faire les massacres. Et en même temps, ce travail de communication et d'échange avec les Féringiens, pour moi, c'était hyper important, qu'ils comprennent pourquoi on est là, qu'ils comprennent qu'on n'est pas là en donneur de leçons, qu'on n'est pas là parce qu'on les déteste, non, on est là parce qu'on aime les globies, parce que ce sont des êtres sensibles, intelligents, précieux, et qui ne méritent pas ce qui leur est fait, et que c'est devenu injustifiable et indéfendable aujourd'hui de pratiquer ces massacres. Voilà. Et donc, honnêtement, on avait réussi à avoir énormément de discussions intéressantes quand même avec eux. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous voilà, on a fait cette parenthèse de 10 ans, donc on revient, mais je sens qu'il y a du boulot à faire encore à ce niveau-là. Mais je désespère pas parce qu'on en a vu des points de vue évoluer quand même au fur et à mesure de la discussion. Et surtout à partir du moment où on a évacué le fait qu'on n'est pas dans une haine anti-féringienne, voilà, qu'on n'est pas des étrangers donneurs de leçons qui mangeront du foie gras et du bœuf et qui venons leur donner des leçons sur les massacres de dauphins, parce que c'est un peu ce qu'on nous a sorti aussi à ce moment-là. Est-ce que des interventions de... Ah, ça part trop vite. Ne sera-t-il pas possible d'intervenir? J'arrive pas à lire vos questions, ça va trop vite. Est-ce que Christian Lofson va arrêter la chasse? Donc Christian Lofson, c'est un baleinier islandais. Hein. C'est un monsieur de plus de 80 ans qui chasse des baleines depuis qu'il a 14 ans et qui a repris le flambeau depuis son père. Donc la chasse islandaise, elle repose uniquement sur ce bonhomme-là. Paul Watson était prêt à retourner s'opposer à la chasse islandaise cette année, mais le gouvernement islandais a donné des permis de chasse trop tard. Et du coup, Christian Lofson a dit qu'il ne chasserait pas les baleines cette année. Mais voilà, ça ne dit rien de ce qu'il fera, l'année prochaine. Y a-t-il des actions de sensibilisation faites auprès de la population locale? Auprès de la population locale. Alors moi, en 2014, j'avais fait des conférences. J'ai fait beaucoup d'interventions dans les médias féringiens. Là, cette année, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça qui est prévu, mais c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on reconstruise en fait au fur et à mesure. On a gardé certains contacts
d'amis qu'on avait en 2014 et avec qui on rediscute de tout ça et avec qui on fait aussi un point d'étape sur comment a évolué la situation sur les 10 dernières années. Mais voilà, on n'en est pas encore au stade où on peut faire des interventions dans les écoles ici. C'est un peu plus compliqué que ça. Subissez-vous des menaces venant des plus radicaux? Des menaces, non, je dirais pas ça. Il y a eu quand même par le passé, je sais que sur certaines équipes, des roues qui ont été dévissées. Il y a... c'était à l'époque, je sais plus que c'était, je sais plus si c'était SSCS ou Global. Il y avait la CPWF UK aussi qui a subi, je pense, plus de pression. Mais non, là, c'est plutôt de la provoque, en fait. Voilà, c'est des messages de provocation. Mais il n'y a pas de... En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de menaces plus virulentes que ça. Oui, il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'ils nous disent que les globis ne sont pas menacés, ne sont pas en voie de disparition. Il faut savoir que les estimations de la population de globis, elles sont pour l'instant, eux, ils se basent sur une étude de la NAMCO. La NAMCO, c'est un consortium de pays chasseurs de baleines, donc il y a l'Islande, la Norvège, les îles Féroé, le Groenland, c'est que des pays qui tuent des baleines et des dauphins. Donc ils ont fait leur propre étude et qui ont estimé la population de globis à plus d'1 million d'individus. C'est une étude qui a 40 ans maintenant. Et en fait, donc ils disent, bon voilà, finalement les dauphins qu'on tue, c'est une infime proportion. Ça ne tient pas du tout compte. Bon, déjà, c'est une étude de la NAMCO, donc ils sont pas très impartiaux. Et puis en plus, c'était il y a 40 ans. Et on voit bien que l'état des océans aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Rien que le fait que les globis soient impropres à la consommation à cause de la pollution qui concentre dans leur chair, donc ça en dit long aussi sur leur capacité à se reproduire et sur la question de la problématique de la surpêche, hein, où on a tout explosé sur les dernières années, et notamment les îles Féroé, hein, qui pêchent beaucoup plus aujourd'hui qu'ils ne pêchaient avant. Et donc voilà. J'ai une question complètement hors sujet, mais on est quand même dans notre sujet sur l'avenir des orques du Marineland. Donc je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Avec tout ce qui s'est passé là au niveau politique, évidemment on n'a pas eu de réponse pour l'instant. On devait normalement en avoir une en juin. Et là on attend en fait que le gouvernement soit reconstitué pour reprendre le sujet en cours, puisque je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais on a déposé un dossier pour mettre en place un sanctuaire en France pour accueillir les orques du Marineland. Il faudrait créer un dessin animé, la vie d'un petit globi. Oui, il y a eu pas mal de documentaires qui ont été faits sur la question du Grindadrap ici. La plupart des documentaires sont un peu frustrants parce que l'argument de la tradition est très mis en avant. Il y a un documentaire que je trouve bien pour le coup, qui s'appelle The Taste of Whale de Vincent Kenner, qui est en français, qui est intéressant je trouve, et qui pose la question du fait de consommer des animaux en fait. Et c'est un documentaire qui a été bien accueilli ici, qui a été assez largement diffusé, dans lequel nous on intervient, puisqu'il a beaucoup filmé, notamment en 2014 quand nos équipes étaient là. Et donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous du coup on va rester encore plusieurs semaines là sur place. Je pense que là on est parti pour on remet le couvert, hein, sur cette problématique, que comme je le disais tout à l'heure sur la question des captures de dauphins chez nous, on a fait le plus gros du job, c'est-à-dire vraiment mettre le sujet sur la table, obtenir les décisions de justice, obtenir les preuves irréfutables sur les bateaux qui sont concernés. Donc là, des efforts, on va les déployer ici. Ça va être une longue bataille. Ça fait 40 ans que les assos essayent de mettre un terme à ces massacres. Donc voilà, on a l'avantage
de très très bien connaître le sujet. Le nom du documentaire, c'est A Taste of Whale de Vincent Kellner. Et il va être diffusé apparemment sur Arte, m'a dit Vincent. On communiquera dessus, comme ça, vous pourrez le voir. Et donc, qu'est-ce que je disais du coup, voilà. Nous, on va se battre sur plusieurs niveaux. Donc déjà, challenger l'intervention de la marine danoise contre nos bateaux, parce que ça, c'est juste un scandale. Challenger aussi le fait qu'on nous interdise de filmer ce qui se passe, parce que la loi elle doit être la même pour tout le monde. Donc si les enfants et les touristes ont le droit d'être là, ils n'ont pas le droit de nous empêcher d'être présents aussi. Et puis, surtout depuis la France et depuis l'Union européenne, travailler à cette grosse campagne pour obtenir enfin cet embargo et maintenir la pression là-dessus. Et puis je l'espère, continuer à maintenir, pour moi c'est vraiment important, continuer à maintenir le lien ici avec les Féringiens, être présent sur place et travailler aussi à l'évolution, l'ouverture des consciences sur ce qui est des globicéphales. Voilà. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas souvent d'appel aux dons, mais en réalité on en a vraiment besoin. On va lancer une cagnotte dans quelques jours. Cet été, on a 4 campagnes en simultané. Donc on est présent à Gibraltar sur les orques ibériques, puisqu'il y a une grosse problématique avec les interactions avec les bateaux et des représailles qui sont faites contre ces orques. Donc on patrouille tous les jours pour s'assurer que personne ne s'en prenne aux orques, pour conseiller et accompagner les plaisanciers qui passent sur la zone. Et on va se déployer aussi au niveau du Maroc, parce que elles sont très présentes par là et qu'il y a des soucis avec des pêcheurs marocains qui craignent pour leur sécurité. On a aussi la campagne Nyamba à Mayotte qui va recommencer cet été. On y était encore au mois de mai. Et on a le Rescue, le centre de soins qui croule sous les admissions d'animaux sauvages, plus les îles Féroé. Donc en fait, on n'a jamais eu autant de campagnes de terrain en simultané. Et c'est aussi un résultat de ce qui se passe avec Global, pour ceux qui ont suivi. C'est que du coup, on n'est plus du tout rattaché à Global. Donc on fait le job là où on considère qu'on peut être utile. Et donc on y va. Donc ça nous fait prendre aussi une dimension au-delà des frontières de France. Mais du coup on a d'autant plus besoin de votre soutien. Puisque, encore une fois, on ne dépend, nous, que des dons de monsieur et madame tout le monde. On n'a pas de financement de grosses entreprises, on n'a pas de subvention publique. On est très très regardant sur les partenariats qu'on fait. Ce qui fait que plus de 99% de nos financements, c'est des petits dons de monsieur et madame tout le monde. Donc ne vous dites pas que ça sert à rien, ou qu'on n'en a pas besoin, ou qu'un petit don c'est pas la peine. Non, vraiment, chaque don compte. Et donc plus vous nous soutenez, plus on est fort, plus on peut faire de missions, plus on peut se déployer en France et à l'international, et plus on peut tenir tête aussi aux attaques judiciaires de Global, qui est vraiment dans un harcèlement judiciaire aussi vis-à-vis de nous, pour nous punir de la loyauté qu'on a eue envers Paul Watson et pour l'ADN originel de Sea Shepherd. Voilà. Donc c'est le moment de toutes les batailles, de tous les combats, mais en même temps il y a tellement d'enjeux forts et passionnants et motivants, et on voit bien que au niveau des équipes, tout le monde est motivé. On a eu énormément de soutien, ce qui nous a d'ailleurs permis de tenir tête dans cette crise, dans cette scission qu'il y a eu. On n'aurait pas pu tenir tête comme ça au détournement de Global si on n'avait pas un fort soutien en France. Et donc c'est pas pour rien que Paul Watson est venu s'installer en France. Et donc voilà, donc j'en profite aussi pour tous vous remercier énormément pour ça, parce que c'est aussi grâce à vous. Et voilà, donc n'hésitez pas du coup à nous faire un petit don, et puis surtout encore une fois, répondez présent quand on va lancer cette grosse mission d'embargo sur les îles Féroé. Et voilà. Et on me demande si on est la seule association à lutter contre ça. Alors sur le terrain en tout cas,
pour se mobiliser pour empêcher les massacres, oui. Maintenant, il y a d'autres associations qui font de la sensibilisation, évidemment, hein, sur ce qui se passe ici, un peu partout dans le monde. Et depuis des décennies, les associations dénoncent ce qui se passe ici. Mais le problème, c'est que ça suffit pas. Voilà. Donc, il faut vraiment être sur le terrain. Et encore une fois, le fait que le Danemark ait mobilisé ses frégates militaires contre nous et qu'ils aient changé la loi pour nous, ça montre que ça a été efficace. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, un petit cocorico quand même, parce que c'est Shepherd France qui avait fait ça. Donc, sauver des centaines de dauphins comme ça sur un été, ça ne s'était jamais fait. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne le savent pas. Donc, j'en profite quand même pour rappeler un peu l'histoire. Voilà. Bon, et ben du coup, voilà, on va peut-être arrêter. Ça fait 1 heure. Ouais, ça va faire 1 heure. Ça va faire 1 heure. Bon, j'ai pas répondu à toutes les questions, il y en a eu beaucoup, mais j'espère que j'ai répondu quand même à l'essentiel. Et puis voilà, on essaiera de vous donner le plus de nouvelles possible. Donc on rediffuse une petite vidéo ce soir ou demain sur l'essentiel de ce qui s'est passé là sur le dernier Grindadrap. Et puis on vous donnera des nouvelles de la campagne évidemment, et peut-être qu'on refera un live au moment de lancer la grande campagne d'embargo. Voilà, et peut-être plus globalement, peut-être faire un peu plus souvent des lives pour vous donner des nouvelles, parce qu'en fait il se passe plein de choses au niveau de l'assaut, et c'est vrai qu'on a du mal à vous tenir informés de tout ce qu'on fait, et voilà, et les actions vont plus vite que la com, parce que contrairement aux apparences, en fait on n'est pas si nombreux que ça, et qu'on est complètement débordés. Voilà, mais donc c'est vrai que là c'est l'occasion aussi de vous mettre un peu tous à jour sur ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, et prenez soin de vous. Je sais pas arrêter le live, si c'est...